Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à tous les candidats au baccalauréat 2008. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'étude de texte, c'est-à-dire au premier volet de l'épreuve du bac, la réponse aux questions de compréhension. Nous ne prétendons pas par ces séances refaire les leçons que vous avez suivies dans vos classes avec vos professeurs en expression écrite. Nous voudrions seulement vous aider à acquérir une méthode de travail efficace pour vous aider à passer l'épreuve de français dans les meilleures conditions. Nous allons commencer par le plan général de l'étude de texte. Il s'agit d'abord de comprendre une consigne ou une question, puis de structurer les éléments de réponse et de rédiger la réponse. Bien entendu, les éléments de ce plan correspondent aux différentes tâches qu'un candidat est obligé d'effectuer pour arriver à répondre convenablement et correctement à une question de compréhension. Ce qui nous intéressera aujourd'hui, c'est le deuxième point, c'est-à-dire structurer les éléments de réponse. Mais avant cela, on fera un petit rappel de la séance précédente qui avait pour objet comprendre une consigne ou une question. Vous avez donc là le plan de toute la séance, un petit rappel au début, puis vous avez les tâches essentielles qu'un candidat devrait effectuer, à savoir relever les éléments de réponse, classer les éléments de réponse retrouvés et en choisir les plus pertinents, puis reformuler les éléments de réponse en utilisant le lexique spécifique à l'étude de texte, et enfin, rédiger la réponse. Un petit rappel du contenu de la séance précédente. Qu'est-ce que ça signifie comprendre une consigne? Alors, pour comprendre une consigne, il faudrait essayer de maîtriser la tournure interrogative, donc, si nécessaire, reformuler la question, transformer la phrase interrogative directe par une phrase interrogative indirecte ou par une phrase déclarative, puis amener la question. Comprendre les mots-clés de la consigne, c'est très important, donc il faudrait dégager les mots-clés, les souligner, les encadrer, etc. Puis repérer les différentes tâches à effectuer. Alors, il faut faire attention à ce dernier point. Il y a des fois où, dans une question, appelle 2, voire 3 tâches différentes. Donc, il faut lire attentivement la question pour repérer les différentes tâches à effectuer. Passons maintenant au contenu de la séance d'aujourd'hui. Structurer les éléments de réponse. Alors, il faudrait d'abord relever les éléments de réponse. Alors, généralement, le candidat les relève au bruant, en vrac, sans aucune classification. Puis, le candidat classe les éléments de réponse en choisissant les plus pertinents seulement. Donc, si dans un texte, il y a 5, 6, 7 éléments de réponse, il n'est pas question de les reprendre tous. Il faudrait en choisir les plus intéressants, les plus pertinents. Puis, le candidat essaie de reformuler les éléments de réponse. Ça, c'est une tâche importante. Beaucoup de candidats ne font pas attention à ce point-là. Ils reproduisent le texte, ils recopient le texte en changeant peut-être quelques mots. Ils tombent dans la paraphrase. Il ne faut pas le faire. Donc, il faudrait essayer de reprendre les idées du texte en les reformulant. Il s'agit de dire le texte ou d'exprimer les idées du texte, ou de dégager les idées du texte en utilisant ses propres mots, en utilisant des phrases personnelles, pour que la réponse soit personnelle. Enfin, il faudrait utiliser le lexique spécifique à l'étude de texte. Le lexique, c'est un lexique d'étude de texte, pour éviter justement de reprendre le texte. Il vaut mieux utiliser quelques expressions. Alors, vous avez là quelques exemples.
selon la question posée. Alors, si la question porte sur l'organisation du texte, vous aurez des expressions du genre « le texte est organisé en une suite de… » etc. Le texte évolue, progresse selon l'étude de la composition du texte, fait ressortir ou permet de cerner l'évolution de l'état d'âme du personnage, par exemple. Si vous avez une question portant sur le thème du texte, par exemple, quelles sont les expressions que vous utilisez habituellement? Alors, il y a quelques candidats qui répondent de la façon suivante. Le thème du texte est deux points. Bon, c'est une façon erronée de répondre. Il faudrait utiliser quelques termes spécifiques au thème. Par exemple, l'auteur traite d'un thème relatif à. L'auteur aborde la question de. L'auteur soulève un problème ayant trait à. Il s'interroge sur. Donc vous avez les verbes traiter, aborder, soulever, s'interroger sur. Ce sont des verbes importants que vous pouvez utiliser. Si la question porte sur le caractère d'un personnage, par exemple, quel genre de verbe ou quel genre de mot utilisez-vous généralement? Vous dites le personnage est plus adjectif, il est plus adjectif. Alors si cette structure se répète 4-5 fois dans un paragraphe, ça donne un mauvais effet, c'est très lourd, c'est très maladroit. Donc il faudrait varier les expressions, varier les termes à employer. Vous avez là quelques exemples. Si vous commencez votre phrase par le personnage fait preuve de plus groupe nominal ou plus nom. Le personnage se montre, plus adjectif qualificatif. Le personnage incarne, c'est-à-dire représente un type social. Le personnage est représentatif d'un trait de caractère. L'auteur met à nu les qualités ou les défauts de son personnage. L'auteur grossit, force, exagère les traits de caractère de son personnage. Si la question porte sur le ton, l'auteur s'exprime sur un ton. La tonalité tragique, on dit le ton ou la tonalité, ça revient au même. La tonalité tragique ou humoristique d'un texte naît de le ton dominant du texte se reconnaît à travers l'utilisation de. Un autre exemple, si la question porte sur l'intention de l'auteur, vous avez l'auteur vise à sensibiliser l'opinion publique à. L'auteur nous met en garde contre un danger. L'auteur dénonce. Vous avez là un verbe très courant que vous utilisez souvent. Le texte peut se lire comme une dénonciation ou une mise en garde contre. Au cas où la question porterait sur les procédés d'écriture, vous devriez essayer de rédiger une réponse élaborée. Ne vous contentez pas de relever les procédés sous forme de tirets à la ligne, mais essayez de construire un petit paragraphe en utilisant les verbes les plus usuels comme employer, utiliser, l'auteur emploie, l'auteur utilise. Alors vous avez quelques exemples, donc l'auteur utilise, emploie, se sert de, l'auteur recourt à, l'auteur a recours à, la métaphore par exemple. Passons maintenant à quelques exercices d'application. Nous avons choisi quelques extraits et nous allons travailler sur ces extraits. Le premier est un texte de Jean-Jacques Rousseau. Lisons ensemble le texte. Depuis quelques jours, on avait achevé la vendange. Les promeneurs de la ville s'étaient déjà retirés. Les paysans aussi quittaient les champs jusqu'aux travaux d'hiver.
La campagne, encore verte et riante, mais défeuillée en partie et déjà presque déserte, offrait partout l'image de la solitude et des approches de l'hiver. Il résultait de son aspect un mélange d'impressions douces et tristes, trop analogues à mon âge et à mon sort pour que je n'en fasse pas l'application. Je me voyais au déclin d'une vie innocente et infortunée, l'âme encore pleine de sentiments vivaces et l'esprit encore orné de quelques fleurs, mais déjà flétri par la tristesse et desséché par les ennuis. Seul et délaissé, je sentais venir le froid des premières glaces, et mon imagination tarissante ne peuplait plus ma solitude d'être formée selon mon cœur. Je me disais en soupirant, qu'ai-je fait ici-bas? J'étais fait pour vivre et je meurs sans avoir vécu. Rousseau. Alors, vous avez lu une première fois le texte, essayez de deviner, de soupçonner les types de questions qu'on pourrait vous poser sur ce texte. Là, l'extrait est relativement court, vous pouvez penser à une question pertinente, une question intéressante. Il y a plusieurs élèves qui devinent, soupçonnent les questions qu'on pourrait leur poser. Ils soupçonnent déjà le questionnaire après une seule lecture du texte. Vous aussi, vous pouvez le faire. Alors, vous avez une idée sur le contenu du texte. De quoi est-il question? L'auteur commence par parler de la campagne, presque déserte, puis je me voyais au déclin d'une vie innocente. Donc on passe de la campagne au jeu. Là, l'auteur va parler de lui. Il va parler de ses sentiments. Il y a une question qu'on pourrait vous poser, qui est la suivante. Le texte est composé de deux parties. Relevez la phrase qui assure la transition entre ces deux parties et dites comment elle permet d'établir le lien entre elles. Alors vous avez la question, vous la lisez attentivement. Il y a déjà une première phrase de présentation, une phrase qui donne une information, qui donne une affirmation. Le texte est composé de deux parties. Et la consigne, vous avez donc le verbe relever qui est l'impératif. Relevez la phrase qui assure la transition entre ces deux parties et dites comment elle permet d'établir le lien entre elles. Quels sont les mots-clés utilisés ici? Vous avez le mot transition. C'est un mot-clé, un mot très important. C'est un mot que vous connaissez. Allez, c'est quand vous passez d'une partie à une autre, et avant de passer à la partie suivante, vous utilisez une phrase de transition, une phrase qui prépare un peu le lecteur à la suite, à la deuxième partie. Là, vous avez un texte avec une phrase de transition. Alors, une phrase qui établit un lien entre les deux parties. Alors, vous regardez le texte une autre fois et essayez, à partir de cette deuxième lecture, de deviner quelle est cette phrase qui assure le lien entre les deux parties du texte. Vous avez là la suite du texte. Est-ce que vous avez trouvé la réponse? Vous avez dans le texte une phrase soulignée qui est la suivante. Il est résulté de son aspect un mélange d'impressions douces et tristes, trop analogues à mon âge et à mon sort pour que je n'en fasse pas l'application. On peut considérer cette phrase comme un élément de réponse, l'élément de réponse fondamental ici, parce que c'est la phrase qui assure la transition entre les deux parties du texte, entre les deux moments différents, à savoir
la description de la campagne au début, la description de la campagne après la vendange, à la fin des vendanges, si vous voulez, puis la description de l'état psychologique du narrateur. Cette phrase contient des mots-clés, résulté, analogue et application. Alors le verbe résulter assure la transition entre les deux moments du texte ou entre les deux parties. Le deuxième moment étant une conséquence du premier, où la deuxième partie est le résultat de la première. Puis vous avez analogue et application, ce qui signifie qu'il y a un point commun entre la première partie et la deuxième, entre le contenu des deux parties. Là, vous avez la suite du texte, c'est-à-dire la séquence où l'auteur parle de ses sentiments, de sa solitude, de sa tristesse. On peut parler en termes de correspondance, mais si vous ne connaissez pas le mot, ce n'est pas grave. Vous pouvez le remplacer par un synonyme, lien, rapport, analogie, etc. Voici une phrase tirée du texte. Alors cette phrase, vous avez d'abord la campagne encore verte et riante, mais défeuillée, en partie et déjà presque déserte. Cette phrase ou cette séquence est tirée de la première partie. Puis vous avez l'âme encore pleine de sentiments vivaces et l'esprit encore orné de quelques fleurs, mais déjà flétri par la tristesse et desséché par les ennuis. Cette deuxième phrase est tirée de la deuxième partie du texte. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a des mots qui se répètent. On a le même mot qui se répète. Encore, deux fois dans la deuxième phrase. Puis vous avez mais et le mot déjà. Deux adverbes et une conjonction. Puis, une deuxième phrase. La campagne offrait partout l'image de la solitude et des approches de l'hiver. Une phrase tirée de la première partie, qui correspond à une autre phrase qu'on retrouve dans la deuxième partie et qui exprime à peu près la même idée. Seul et délaissé, je sentais venir le froid des premières glaces et mon imagination tarissante ne peuplait plus ma solitude. D'autres correspondances. La campagne encore verte et riante, mais défeuillée en partie et déjà presque déserte. On a les mêmes phrases, mais ici on a souligné d'autres termes, ce sont des adjectifs qualificatifs. Défeuillé, déserte. Donc il y a une impression de solitude, une impression de vide qui caractérise la campagne après la vendange. Puis, à la fin du texte, on trouve l'âme encore pleine de sentiments vivaces et l'esprit encore orné de quelques fleurs, mais déjà flétri par la tristesse et desséché par les ennuis. Campagne défeuillée et déserte, ça correspond à sentiments orné, l'esprit orné de quelques fleurs, flétri, la tristesse surtout et les ennuis. Un deuxième exemple, la campagne offrait partout l'image de la solitude et des approches de l'hiver. Vous avez le mot hiver dans cette phrase. Dans la deuxième partie du texte, seul et délaissé, je sentais venir le froid des premières glaces et mon imagination tarissante ne peuplait plus ma solitude, dit Rousseau. Alors, qu'est-ce qui revient ici? On a la solitude, seul et délaissé, imagination tarissante. Donc, il y a correspondance entre la solitude ou l'impression de solitude, l'impression de vide que donne la campagne et la solitude vécue par l'auteur. Là, vous avez tous les éléments de réponse dégagés.
encore défeuillée, déjà, déserte, etc., etc. Dans le deuxième exemple également, vous avez là tous les éléments de réponse soulignés, écrits en rouge, et vous avez au milieu cette double flèche qui va dans les deux sens et qui exprime cette correspondance, ce lien étroit qu'il y a entre les deux parties. Un exemple de réponse, on va lire ensemble la réponse. Cet extrait est composé de deux parties, la description d'un paysage naturel et l'évocation de l'état d'âme du narrateur. Pour assurer la transition entre ces deux parties, Rousseau écrit « Il est résulté de son aspect un mélange d'impressions douces et tristes, trop analogues à mon âge et à mon sort pour que je n'en fasse pas l'application. » Par l'emploi des termes résulté, analogue et application, l'auteur montre que le spectacle de la campagne, à la fin des vendanges, reflète bien ce qu'il ressent. Il établit ainsi une correspondance entre la campagne vide, déserte, après les vendanges, et la tristesse et la solitude qu'il éprouve. Vous remarquez ici que cette réponse est élaborée. Elle contient tous les éléments de réponse nécessaires. Bien sûr, on a sélectionné les plus pertinents et dans la réponse, on a commencé par un constat. Cet extrait est composé de deux parties. 2 points, la description d'un paysage naturel et l'évocation de l'état d'âme du narrateur. Là, on a précisé le contenu des deux parties. C'est important. Il est vrai que la question porte seulement sur la phrase de transition. Mais s'il y a transition, il y a certainement lien, correspondance entre ces deux parties. Il y a une relation quelconque. Donc il faut bien parler du contenu de ces deux parties, mais brièvement au début de la réponse. Pour assurer la transition entre ces deux parties, Rousseau écrit. Et là, on va insérer cette phrase qui constitue l'élément de réponse fondamental. Une petite explication, un petit commentaire, par l'emploi des termes résultés, analogues, application qu'on a dégagé de cette phrase de transition, l'auteur montre que le spectacle de la campagne à la fin des vendanges reflète bien. Donc il y a correspondance, il y a lien, il y a rapport étroit, reflète bien ce qu'il ressent. Il établit ainsi une correspondance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si le mot correspondance vous échappe, remplacez-le par relation étroite, rapport étroit, etc., entre la campagne vide, déserte, après les vendanges, et la tristesse et la solitude qu'il éprouve. Bien sûr, cette réponse est complète, elle est élaborée. Vous n'êtes pas obligé de rédiger une réponse pareille. On acceptera toutes les réponses à condition qu'elles soient élaborées, rédigées, personnelles. Il faudrait que les éléments de réponse pertinents figurent dans cette réponse et il faudrait également que cette réponse soit cohérente, qu'elle apparaisse sous forme d'un paragraphe cohérent. On va passer au deuxième exercice d'application. Un extrait de Victor Hugo. On va lire ensemble le texte. Ah, esprit, soyez utile, servez à quelque chose. Ne faites pas les dégoûter quand il s'agit d'être efficace et bon. L'art pour l'art peut être beau, mais l'art pour le progrès est plus beau encore. Rêver la rêverie est bien, rêver l'utopie est mieux. Ah, il vous vaut du songe? Eh bien, songez l'homme meilleur. Vous voulez du rêve? En voici l'idéal. Le prophète cherche la solitude, mais non l'isolement. Il est chargé de ce soin immense, la mise en marche du genre humain. La suite du texte, vous dites, la muse est faite pour chanter, pour aimer, pour courir, pour prier. Oui et non. Entendons-nous, chanter qui? Le vide. Aimer quoi? Soi-même. Croire qui? Le dogme. Prier quoi? L'idole. Non, voici le vrai. Chanter l'idéal. Aimer l'humanité. Croire au progrès. Prier vers l'infini. Aide des forts aux faibles. Aide des grands aux petits. Aide des libres aux enchaînés. Aide des penseurs aux ignorants. Aide du solitaire aux multitudes. Telle est la loi depuis Isaïe jusqu'à Voltaire.
Même consigne que tout à l'heure. Essayez de deviner un peu le type de questions qu'on peut vous poser sur ce texte. Alors bien sûr, ça pourrait être une question portant sur le thème ou une question portant sur les procédés d'écriture ou voire même une question de langue. Voilà un exemple de question. Sur quel ton Victor Hugo défend-il l'art engagé? Relevez 2 procédés d'écriture qui justifient votre réponse. Quels sont les mots-clés ici? Ton et procédé d'écriture. Vous avez une question. Sur quel ton Victor Hugo défend-il l'art engagé? Donc il s'agit de dégager la tonalité du texte. Puis une consigne, relevez 2 procédés d'écriture qui justifient votre réponse. Quand vous avez une question de style comme ça, essayez de relever tous les procédés, puis essayez de choisir uniquement ceux qui vous semblent plus pertinents que les autres. Vous avez de nouveau le texte. Quels sont, d'après vous, les éléments de réponse dont on se servira pour rédiger la réponse tout à l'heure? On va maintenant dégager ensemble les éléments de réponse. Soyez utile, servez à quelque chose, ne faites pas les dégoûter. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Est-ce qu'il y a un point commun entre les 3 phrases relevées? Ce sont des phrases impératives. Alors à chaque fois, le verbe est à l'impératif. Puis vous avez d'autres exemples. Il vous faut du songe? Vous voulez du rêve? Chantez qui? Ah, esprit, soyez utile. Est-ce que toutes les phrases relevées appartiennent au même type? On a dit que pour les 3 premières, il s'agit du type impératif. À quel type sont les phrases de la deuxième série? Il vous faut du songe, c'est des phrases interrogatives tout à fait. Puis, ah, esprit, soyez utile, vous avez le point d'exclamation, donc ce sont des phrases exclamatives. Là, vous avez donc divers types de phrases. Ça, c'est un premier procédé. C'est-à-dire, Victor Hugo ici diversifie les types de phrases. Voici le vrai. C'est une beauté de plus. Telle est la loi depuis Isaïe, etc. Là, il ne s'agit plus du type de phrase, il s'agit des formes. Et il y a une forme qui est employée ici, c'est la forme emphatique. Aide des forts aux faibles, aide des grands aux petits, aide des libres, etc. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Il y a un mot qui se répète. On dit répétition ou bien anaphore. Il y a une reprise donc anaphorique d'un terme qui est ici aide. C'est l'anaphore, c'est un procédé d'écriture, c'est une figure de style que vous connaissez certainement. Un autre exemple, faire les d'écouter, être efficace et bon. L'art pour le progrès. Rêver la rêverie, rêver l'utopie. Vous remarquez ici que ces expressions sont antithétiques. Elles s'opposent, d'après Victor Hugo dans son texte. Donc, le procédé, c'est l'antithèse.
Exemple suivant, chanter qui? Le vide. Aimer quoi? Soi-même. Croire qui? Le dogme. Prier quoi? L'idole. Que remarquez-vous ici? La construction est la même, tout à fait. Donc, à chaque fois, il y a une question suivie d'une réponse. Là, on peut parler de parallélisme de construction. Voilà quelques exemples de procédés qui caractérisent le ton de Victor Hugo. Alors, à partir de ces procédés, on peut maintenant définir la tonalité du texte ou le ton de l'auteur. C'est que le ton est toujours déterminé à partir ou en fonction des procédés d'écriture utilisés. Alors la tonalité ici, c'est la tonalité oratoire, tout à fait. Le ton oratoire. Alors je vous rappelle que dans votre manuel de 4e année lettres, vous avez toute une fiche sur les tons des textes, à la page 295. Vous avez comme support un extrait tiré des Confessions de Rousseau, et vous avez justement pas mal de procédés qui montrent que Rousseau adopte un ton oratoire dans son texte. C'est quoi le ton oratoire? C'est le fait de parler convenablement en public pour le persuader, pour acquérir son adhésion. C'est l'art de bien parler. C'est l'art d'être éloquent devant un public, devant un auditoire. Alors, exemple de réponse, on va lire ensemble cette réponse. Dans cet extrait, Victor Hugo défend l'art engagé sur un ton oratoire. Alors vous avez là, par exemple, l'utilisation de sur, parler sur un ton. On a vu ça dans le vocabulaire tout à l'heure. Un ton oratoire. Ça, c'est une phrase d'introduction. Là, on a défini le ton. Maintenant, on va relever les procédés qui le montrent. En s'adressant à ses interlocuteurs et pour donner plus de force à ses propos, Hugo diversifie les types de phrases. Il se sert de phrases impératives, soyez utiles, ne faites pas les dégoûter, de phrases exclamatives comme ah, esprit, soyez utiles, et de phrases interrogatives, il vous faut du songe, vous voulez du rêve. Il recourt également à l'anaphore, ça c'est le deuxième procédé, aide des forts aux faibles, aide des grands aux petits. Ces procédés, et là c'est l'effet des procédés, c'est la synthèse, c'est la conclusion. Ces procédés permettent à l'auteur de soutenir l'attention de son public et de le persuader de la nécessité d'un art engagé, d'un art au service du genre humain. Parce que dans le texte, il y a deux conceptions différentes, l'art pour l'art et l'art engagé. Et vous avez certainement constaté en lisant le texte que l'auteur préfère la deuxième conception de l'art, il défend l'art engagé. Vous remarquez que cette réponse est, comme la précédente, bien élaborée, elle est cohérente, elle contient les éléments de réponse nécessaires. Là, on s'est conformé à la consigne. Dans la consigne, on nous demande deux procédés, on a relevé deux procédés, donc on a respecté la consigne. Vous aussi, vous devez respecter la consigne. On vous demande deux procédés, vous en donnez deux, vous n'en donnez pas une liste. Passons maintenant à un troisième exercice d'application. On a choisi pour vous un poème de Boris Vian, Le temps de vivre. Lisons ensemble le poème. Il a dévalé la colline, ses pas faisaient rouler des pierres. Là-haut, entre les quatre murs, la sirène chantait sans joie. Il respirait l'odeur des arbres. Avec son corps comme une forge, la lumière l'accompagnait et lui faisait danser son ombre. Pourvu qu'il me laisse le temps. Il sautait à travers les herbes. Il accueillit deux feuilles jaunes gorgées de sève et de soleil.
Les canons d'acier bleu crachaient de courtes flammes de feu sec, pourvu qu'il me laisse le temps. Il est arrivé près de l'eau. Il a plongé son visage, il riait de joie, il a bu, pourvu qu'il me laisse le temps. Il s'est relevé pour sauter, pourvu qu'il me laisse le temps. Une abeille de cuivre chaud l'a foudroyé sur l'autre rive. Le sang et l'eau se sont mêlés. Il avait eu le temps de voir, le temps de boire à ce ruisseau, le temps de porter à sa bouche 2 feuilles gorgées de soleil, le temps de rire aux assassins, le temps d'atteindre l'autre rive, le temps de courir vers la femme. Il avait eu le temps de vivre. Le poète est Boris Vian. Vous avez un poème de 8 strophes. Est-ce que vous avez une question possible qu'on pourrait poser sur ce poème? Pas mal de questions en fait. On peut poser toutes sortes de questions. Là, on a choisi une première question qui est la suivante. Relevez dans le poème le vers qui se répète et dites quels effets le poète cherche ainsi à produire. Il y a un vers qui se répète. Ce n'est pas un refrain. On appelle ça un leitmotiv. Ce n'est pas non plus une anaphore. L'anaphore, c'est une expression qui se répète dans une strophe ou dans un paragraphe. Là, vous avez tout un vers qui se répète. Alors, il s'agit donc d'abord de le relever, puis de dire quel effet le poète cherche à travers cette répétition. Alors, vous avez là l'extrait du poème où on peut trouver le vers répété. Pourvu qu'il me laisse le temps, il sautait à travers les herbes, il accueillit 2 feuilles jaunes, gorgées de sève et de soleil, etc., etc. Puis, pourvu qu'il me laisse le temps, il est arrivé près de l'eau. Pourvu qu'il me laisse le temps, il s'est relevé pour sauter. Pourvu qu'il me laisse le temps. Est-ce que vous remarquez quelque chose ici? Or, le vers qui se répète est écrit en vert, il est souligné. Regardez, par exemple, entre la première fois où le vers est employé et la deuxième, entre le premier emploi et le deuxième, vous avez combien de vers? 1, 2, 3, 4, 5 vers. Entre la deuxième utilisation et la troisième, 1, 2, 3. Entre la troisième et la quatrième, un seul vers. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Le rythme du poème va en s'accélérant. Le rythme devient de plus en plus rapide. De qui s'agit-il en fait? Il sautait. Qui il? Le poème commence par « Il a dévalé la colline ». De qui s'agit-il? Il s'agit d'un évadé, d'un homme qui fouillait parce qu'il était poursuivi par des gendarmes, par des soldats, par ses ennemis. Et ils sont fouillés. Et tout en s'enfouillant, il voulait que ses ennemis lui laissent le temps de quoi? Le temps de vivre, le temps de boire, le temps de cueillir des feuilles, le temps de courir, le temps de profiter de la vie. Mais il est talonné par la mort